Bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suppose qu'on va lancer le webinaire. Je ne sais pas si on nous entend, si c'est actif. Je lance un petit bonjour pour l'instant sur le côté. Donc, le webinaire a démarré, tout fonctionne. Bon, c'est parfait. Alors, tout d'abord, je vais m'excuser pour ce léger retard à l'allumage, mais ça arrive. Hein, on va pas... Voilà. Donc moi, c'est Frédéric Jagu. Je me représente. Donc, je suis chargé de mission médiathèque innovation à l'Institut français à Paris, et donc en charge d'organiser ces webinaires à destination du réseau. Alors, aujourd'hui, on va donc parler de l'année de la BD et des offres BD aujourd'hui. Alors, on va commencer par un petit changement de programme, puisqu'on a un petit souci technique, mais bon, j'espère qu'il sera vite résolu avec Monsieur Longheretti de la Cité de la BD, qui ne peut pas se connecter à l'instant. Donc, je pense qu'on le récupérera un peu plus tard, j'espère. Du coup, alors sont présents aujourd'hui Yanis Kouakas et Damien Sueur de la BNF. Bonjour. Marion Loire de l'Institut français du Royaume-Uni. Bonjour. Et Marie-Charlotte Baoudour, donc de l'Institut français à Paris, à qui je vais laisser la parole, qui va commencer par nous présenter l'offre BD de Culture Tech. Voilà. Ok, très bien. Merci Frédéric. Bon webinaire à tous. Merci Frédéric et bonjour à tous. Donc je suis Marie-Charlotte Baoudour en charge de Culture Tech à l'Institut français de Paris avec Guillaume Fabienne Iréré. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'offre de bande dessinée numérique que nous avons sur Culture Tech. Et je vais de ce pas partager mon écran avec vous. Toc. Et le remettre au départ. Voilà. Donc la bande dessinée sur Culture Tech, la bande dessinée numérique, pour ceux qui ne connaissent pas Culture Tech, c'est la médiathèque numérique de l'Institut français qui est mise à disposition des alliances françaises et des instituts français à l'étranger. Donc elle est accessible à tout membre de ces alliances françaises et de ces instituts français à l'étranger. Avec plusieurs centaines de milliers de ressources numériques qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du moment où on a accès à une connexion Internet et où on se connecte, on s'identifie sur Culture Tech. L'ensemble des ressources sont des ressources culturelles qui vont de la presse en passant par les livres, donc tout ce qui est littérature, romans policiers par exemple, la musique. On a également des vidéos qui sont publiées sur la plateforme, des albums jeunesse, puisque tout un espace sur cette plateforme est consacré aux ressources pour la jeunesse. Nous avons, qu'est-ce que j'oublie, des podcasts également depuis quelques semaines et des livres audio également. Et puis nous avons de la bande dessinée, 300 bandes dessinées qui sont issues du catalogue Isneo, qui est un fournisseur français de référence en matière de catalogue. Ces 300 bandes dessinées il y a toujours en fait le même nombre de bandes dessinées sur cette plateforme. Elles sont changées, une partie en fait de cette collection sur Culture Tech est changée à peu près 3 fois par an pour renouveler un peu l'offre que l'on propose et diversifier un peu l'offre qu'on propose et puis rester fidèle aussi à l'actualité en fait des publications. Ce sont des bandes dessinées tout public. Il y a une partie des bandes dessinées plutôt majoritaire qui est disponible et destinée aux adultes et une partie, un tiers à peu près, qui est destinée à la jeunesse. Et on retrouve les catalogues des éditeurs Dupuis, d'Argo, Rue de Sèvres ou les Humanoïdes Associés par exemple. Et avec un panaché en fait de types de BD, vous trouverez des séries comme Ariol, Émilie et Margot par exemple, ou Le Chat du Rabbin, des bandes dessinées, des one-shots, des albums, par exemple de Johann Sfar ou de Manu Larsenet,
entre autres, et des webtoons, qui sont une bande dessinée qui se consulte en un seul pan, en fait, horizontal. Alors, ces bandes dessinées, moi, je vais continuer d'abord cette petite présentation qui sera assez courte, et puis ensuite, je vous emmènerai sur la plateforme pour voir directement comment elle se consulte. Mais je voulais d'abord vous expliquer comment trouver ces bandes dessinées sur CultureTech. Donc, CultureTech, en fait, est un portail documentaire dans lequel on peut effectuer des recherches. C'est un catalogue qui contient, comme vous le voyez ici, une barre de recherche. Donc, une des manières de trouver ce que l'on cherche quand on a une idée de référence précise, c'est par exemple de la taper dans la barre de recherche. Là, je vous ai montré un exemple pour Ariol. Et une fois que l'on arrive à la page de résultats de recherche, on propose, le logiciel propose en fait différentes facettes. Vous voyez à gauche de la capture d'écran que je vous ai mis sur ma présentation, vous aurez par type de document, mais aussi par éditeur, par collection, ce qui vous permet un peu d'avoir une vision d'ensemble et une idée aussi des collections et des différentes bandes dessinées que l'on a dans le catalogue. Et une fois qu'une bande dessinée nous intéresse, il suffit de cliquer sur la vignette, sur le visuel pour accéder à la notice, et l'on verra ça tout à l'heure. Et une autre manière aussi de trouver les bandes dessinées, c'est en naviguant dans la plateforme, on a essayé en fait, le fonctionnement, la mise en page, l'éditorialisation de CultureTech consiste à rendre visible en fait, la profondeur du catalogue par un système de sélection, et c'est l'image de gauche que vous voyez, de sélection soit thématique, ou sélection par éditeur, ou par série, ou par auteur, afin de donner à voir un peu tout ce qu'il y a, à la fois tout ce qu'il y a, et à la fois tout ce qui résonne avec l'actualité. Et des pages dédiées aux bandes dessinées sont présentes dans la page Lire, notamment, où là, vous trouverez toutes les bandes dessinées, et avec un focus sur les bandes dessinées plutôt pour des publics adultes. Et dans l'espace jeunesse, là, comme vous voyez avec ce visuel Mon Coin bande dessinée, quand on clique sur ce bandeau d'actualité, on tombe sur une page aussi qui est dédiée à la jeunesse. Voilà, et alors, il me semble que c'est tout, donc ce n'est pas terminé. Maintenant, je vais partager mon écran et vous emmener sur la plateforme. Partager. Voilà. Et donc, je vais ici. Voilà, donc j'espère que tout fonctionne et que vous voyez bien mon écran. Je me mets en plein écran. On arrive sur CultureTech, donc sur la page d'accueil. Et comme je vous expliquais, aussi la barre de recherche et les différentes sélections qui sont présentées sur chaque page, avec les différentes ressources qui remontent dans chacune des sélections. Donc, quand on va, par exemple, sur Lire, c'est ici que l'on va... Alors, j'y étais déjà là, je vais me mettre là, voilà. Vous avez cet onglet-là sur lequel vous cliquez et qui vous emmène directement sur la page des bandes dessinées, et qui vous montre un peu à la fois les nouveautés qui arrivent quand on met à jour la collection, et les différents types de bandes dessinées que l'on a. Dans l'espace jeunesse aussi, donc voici le fameux encart bande dessinée sur lequel on peut cliquer et qui vous emmène sur la page bande dessinée donc, de l'espace jeunesse, où là, il n'y aura les bandes dessinées, évidemment, que pour le public plutôt jeune. Et alors, comment ça se passe quand on veut consulter et partager une bande dessinée? Quand on clique sur un titre en particulier, on arrive sur cette notice qui est toujours conçue de la même manière. Quand on est connecté, on voit à droite là les liens qui permettent d'accéder en fait aux ressources, parce que ce qu'il faut savoir sur CultureTech, c'est que toutes les ressources sont consultables en streaming. Rien n'est sur, ou pas grand-chose est sur CultureTech, tout est sur le site de nos fournisseurs de contenu. Donc il faut cliquer sur, on peut très bien lire soit l'extrait, ou bien lire la bande dessinée, et quand on clique sur ce lien-là, on arrive ici, donc sur le player Isneo. Alors, c'est assez pratique et c'est même très agréable comme lecture sur écran. C'est assez adapté.
Alors, le lecteur Disneyo propose plusieurs types de fonctionnalités. Vous pouvez passer, donc il y a une barre en fait, avec une barre d'outils en fait, qui s'affiche en bas, qui vous permet de passer en grand écran, enfin en plein écran, pardon. Donc, une fois que je désactive la souris, normalement, voilà, tout se met en plein écran. Vous pouvez naviguer en fait dans la bande dessinée avec soit les flèches. Moi, je suis sur un ordinateur là, mais soit sur les flèches de votre clavier ou bien avec la souris également. Vous pouvez changer plusieurs choses. L'ordre dans lequel vous lisez la bande dessinée, là, l'ordre est horizontal. Il y a aussi les flèches qui vous permettent sur l'écran de naviguer dans la bande dessinée. Mais vous pouvez passer à un mode plus vertical, notamment sur une tablette ou si c'est un mode de fonctionnement et de lecture qui vous convient davantage. Vous pouvez choisir, là on est en page unique, mais vous pouvez choisir de passer en double page également. Et donc je reviens en page unique. Autre modalité de lecture, c'est de lire par case. Donc ça peut être assez pratique pour zoomer sur, notamment en classe où la lecture en plein écran est possible, mais c'est une manière de zoomer en fait sur la bande dessinée, enfin voilà, d'extraire chaque case de la page. On peut donc désactiver, on peut zoomer et dézoomer des pages. Et puis, bon là, ce sont des fonctionnalités qui sont un peu... vous pouvez changer la vitesse de transition, la couleur du fond. Et puis, si vous voulez accéder directement à une page, vous cliquez là sur le chapitrage et choisir quelle planche vous voulez lire. Cliquez dessus et vous y arrivez. Voilà. Je quitte le plein écran et une fois que vous voulez revenir sur Culture Tech, il faut revenir sur l'onglet que vous aviez ouvert. Et si vous souhaitez partager ces bandes dessinées, c'est tout à fait possible. Une fois si vous voulez en fait fournir un lien vers la notice Culture Tech, on a ici, en haut du module consulter en ligne, une petite icône verrou qui donne accès à un lien permanent. Parce que souvent sur Culture Tech, il peut se passer que les URL, ce que donc vous allez partager, sont assez longues. Et le lien permanent vous assure, c'est un lien sécurisé qui vous assure de tomber directement sur cette notice-là. Donc, je reviens vous voir. Attendez, comment je suis perdue. Voilà. Non. J'aimerais revenir par chez vous. Où est-ce que je suis? Voilà. Non. Alors, j'ai un petit souci. J'ai mon écran qui est bloqué. Non, je ne vais pas quitter. Alors, attendez, comment est-ce que je peux faire? Enfin bref, je vais continuer et puis j'arrêterai. Au niveau de la bande dessinée, il est tout à fait possible en fait que l'on maintienne, je vous disais tout à l'heure qu'on change une partie de notre collection régulièrement par année. Il est tout à fait possible qu'on maintienne certains titres en ligne parce que un ensemble en fait d'alliances françaises et d'instituts français, tant les médiathèques que les enseignants, utilisent les bandes dessinées soit en classe ou soit dans le cadre de leur programmation culturelle. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, soit avec Guillaume ou soit avec moi, pour que l'on maintienne certains titres au catalogue ou pour nous faire part de vos suggestions pour qu'on puisse intégrer ces titres dans la collection de Culture Tech et que vous puissiez continuer à les utiliser autant que vous voulez. Alors là, j'ai besoin... Je vais vous quitter et revenir vous voir. Ça va être plus simple, je pense. Voilà. C'est bon, tout le monde est là? Voilà. Est-ce que...
Voilà, tout le monde m'entend. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la collection BD. Si, je serais ravie de répondre à vos questions en fin de webinaire ou tout de suite. Comment peut-on connaître le niveau de la bande dessinée, débutant, avancé, etc. Alors c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas classé ou identifié les bandes dessinées en fonction de leur niveau de langue. Certains éditeurs peuvent le faire, et ce sont des informations que nous n'avons pas toujours. Donc, nous, c'est de toute façon quelque chose qu'on souhaite faire, puisque Culture-Tech se destine avant tout aux apprenants de français. Enfin, ou en tout cas, c'est vraiment une plateforme qui arrive en appui à l'apprentissage et à l'enseignement du français. Donc, pour l'instant, ce sont les éditeurs en fait qui peuvent nous renseigner sur ce niveau. Voilà. Alors, est-ce que je vais jouer le rôle de Frédéric? Marion, est-ce que tu veux nous parler, toi, de ce que vous faites au Royaume-Uni avec la bande dessinée, et je quitte la scène. Merci Marie-Charlotte. Effectivement, juste pour information, j'essaye de rétablir donc, le contact avec Pierre Lungheretti. Et effectivement, je ne ferai rien de plus que toi, Marion, à part Marie-Charlotte, à part me remontrer et laisser la parole à Marion. Donc voilà, Marion, je t'en prie. Bonjour, donc, je suis Marion Loire, je suis la responsable de la médiathèque de l'Institut français du Royaume-Uni. Et je vais vous présenter en fait un programme autour de la bande dessinée et de l'année de la BD qu'on va commencer à mettre en œuvre, la semaine prochaine, avec toute une programmation autour de la bande dessinée qui est en fait une transposition de ce qu'on avait initialement prévu. Physiquement. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, effectivement, initialement, en fait, hier et avant-hier, on aurait dû lancer toute une programmation à l'Institut français du Royaume-Uni autour de l'année de la bande dessinée. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, moi, je ne vois pas. Okay. On aurait dû donc lancer toute une programmation annuelle autour de l'année de la bande dessinée, notamment le 27 et 28 avril avec la venue de Pierre Lungheretti, une table ronde sur la bande dessinée française dans toutes ses dimensions, à la fois numérique, papier, etc., des valorisations dans tous les sens, des ateliers, des lectures de BD en live, un concert dessiné, etc., etc. Et ce jour aurait été le lancement de tournées d'auteurs, notamment dans le cadre de festivals à l'Institut français et ailleurs au Royaume-Uni, de la mise en place d'un club de lecture et de toute une série d'ateliers jeunesse, puisqu'on avait aussi décidé de donner une coloration dessinée à l'ensemble de notre programmation jeunesse à l'occasion de l'année de la bande dessinée. Évidemment, avec le confinement qui est intervenu au Royaume-Uni à partir du 19 mars. Alors, attendez, apparemment, vous ne voyez pas mon écran. Pourtant, j'ai bien cliqué. Je recommence. Du coup, j'ai été complètement déconnectée. Et du coup, j'étais revenu pour… voilà, je repars, pas de problème. Je te laisse poursuivre.
Mais du coup, je vais peut-être pas vous partager mon écran, c'était juste, je voulais vous montrer quelques images, mais j'ai l'impression que ça fait plutôt planter la connexion qu'autre chose. Donc, je demanderai juste à un moment peut-être à Frédéric de montrer une vidéo, mais pour le reste, je vais vous parler et je vais éviter de vous partager l'écran. Du coup, on avait prévu effectivement tout un tas d'événements autour de la bande dessinée qui ont bien sûr du coup été annulés à partir du 19 mars. Et on a essayé du coup de prévoir une programmation en ligne pour transposer cette programmation qui aurait dû avoir lieu en présentiel. Donc, comme je vous le disais, cette programmation, elle va être lancée à partir de début mai, donc de la semaine prochaine. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de valoriser au maximum la bande dessinée et notamment la bande dessinée numérique disponible sur CultureTech, à la fois à travers la plateforme CultureTech en tant que telle, où on fait des sélections spécifiques en fonction de thématiques qui correspondent aux thématiques de la newsletter hebdomadaire de l'Institut français. On a également fait toute une programmation sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur des bandes dessinées. Et de même, nous avons un blog CultureTech spécifique. Et l'Institut français d'Écosse a également un blog sur lequel nous mettons en avant des bandes dessinées, principalement, je le répète, sur CultureTech pour que le public y ait accès malgré la fermeture de l'Institut français. Et on utilise les liens permanents dont Marie-Charlotte vient de vous parler, mais parfois aussi de livres papier. En particulier, on fait la promotion des bandes dessinées qui sont traduites et lancées actuellement au Royaume-Uni, sachant que le programme d'aide à la publication de l'Institut français du Royaume-Uni cette année a mis l'accent sur l'aide à la traduction de bandes dessinées. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on va également avoir réellement toute une programmation culturelle en ligne qui va consister à la fois dans la production de contenus exclusifs, donc avec des interviews d'auteurs, soit écrites, qui seront publiées sur notre blog. On en a publié une hier de Jean-Marc Rochette qui vient de lancer un livre au Royaume-Uni, ou de capsules vidéo, d'interviews d'auteurs. Nous avons également demandé à un certain nombre de personnalités britanniques de nous faire des mini-capsules vidéo pour recommander des livres, des BD britanniques traduites en anglais et lancées récemment. Donc là, je vais peut-être demander à Frédéric, si ça fonctionne à partir de son ordinateur, de diffuser une première vidéo d'un journaliste qui s'appelle Paul Gravett, qui est spécialiste de la bande dessinée et qui va nous faire une dizaine de vidéos de promotion de bandes dessinées françaises traduites récemment au Royaume-Uni. Donc, je ne sais pas si vous avez du son. Moi, j'entends pas le son ici. En gros, Paul Gravett, qui est un spécialiste de la bande dessinée, va faire une série d'une dizaine de capsules vidéo au cours desquelles il présente un titre spécifique de bande dessinée récemment lancé. Là, il est en train de présenter Tower and Me de Cédric Talley, qui vient juste d'être lancé chez l'éditeur Self-Made Hero. Et il va nous faire une série de présentations. Par ailleurs, nous allons également donc faire des interviews d'auteurs, et en particulier pour le festival Beyond Words, qui est le festival de littérature de l'Institut français, qui aura lieu en ligne du 11 au 24 mai, donc ça c'est en partenariat avec le Bureau du Livre. On essaye aussi dans la mesure du possible d'organiser des lancements virtuels, c'est-à-dire qu'entre un livre, une BD sort au Royaume-Uni, on essaye de faire des interviews, des mini-vidéos, de présenter le livre, etc. Et par ailleurs, on essaye de mettre en avant les archives de l'Institut français. On a tout un tas de podcasts, d'enregistrements, d'interviews, de vidéos d'artistes de bande dessinée qui sont venus à l'Institut français, qui sont des archives qui sont souvent disponibles soit dans CultureTech, soit sur notre chaîne YouTube, mais qui sont pour l'instant peu consultées ou peu connues. Donc, on en profite de cette période pour les remettre en avant.
Et enfin, dernière partie de notre programmation, on a décidé, et là pour le coup c'est la médiathèque qui mène cette programmation-là, d'organiser toute une série d'activités en ligne et en live autour de la bande dessinée. Donc notamment de relayer sur nos réseaux sociaux à partir de la semaine prochaine l'opération Toute la France dessine pour inciter les Britanniques à participer et à dessiner avec nous. Nous allons lancer un club de lecture de bande dessinée qu'on a appelé French Comics Apéro, qui est un clin d'œil aux apéros virtuels qui existent actuellement et on avait déjà un club de lecture autour du roman. Et on n'avait pas de club de lecture de bande dessinée. On a reporté notre club de lecture autour du roman en ligne. Et donc, à partir du 5 mai, on aura tous les 15 jours, le mardi à 18h, un apéro au cours duquel on discutera de bande dessinée avec nos lecteurs. On va également essayer, dans le même ordre d'idée, de lancer un certain nombre d'ateliers Drink and Draw. Donc, les ateliers Drink and Draw, c'est des ateliers c'est une pratique qui est assez répandue au Royaume-Uni, qui consiste à se réunir en général dans un pub, mais ça peut aussi être à la bibliothèque. On en a fait plusieurs à la bibliothèque du Royaume-Uni avec pas mal de succès. Donc ça consiste à se réunir dans un pub ou dans une bibliothèque, de boire un verre et en même temps de dessiner avec un maître de cérémonie qui est en général un dessinateur ou un éditeur qui lance un certain nombre de thèmes. Il lance un thème, les gens dessinent, et à la fin, il choisit les meilleurs dessins. Et selon les cas, les gagnants remportent des livres, du matériel de dessin, je ne sais pas, une entrée pour un événement de l'Institut français, ou la publication de leurs dessins sur les réseaux sociaux, etc. Donc, nous allons avoir un premier atelier Drink and Draw le 19 mai avec Sébastien Vassan. Et nous aurons probablement un atelier en juin avec Antoine Maillard. C'est en cours de discussion. Donc ça, c'est pour les adultes. Et nous allons aussi avoir des ateliers jeunesse avec l'application BDNF qui va vous être présentée tout de suite après. Donc on a une bibliothécaire qui s'est formée particulièrement à BDNF et qui va proposer à partir de la semaine prochaine également un atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et qui va constituer à réaliser une BD collective. Et on va également lancer un certain nombre de concours. Voilà. Donc, tout ça, ça a été prévu et programmé pour la durée du confinement, donc au moins jusqu'en juillet pour nous. Il est probable qu'on rouvre un petit peu avant de manière extrêmement réduite et avec des mesures de distanciation sociale. Mais en fait, on verra si un certain nombre de ces activités fonctionnent bien et qu'on pense qu'il est possible de les maintenir et souhaitable de les maintenir. Et peut-être qu'on les maintiendra, y compris après la fin du confinement. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Je suis disponible si vous avez quelques questions. Je vais aller voir. Alors Marion, effectivement, il y a quelques questions du coup sur le côté, dans la partie questions. Il y en a notamment une où il t'est demandé si tu rémunères les intervenants. Oui, alors on rémunère, ça dépend. Si c'est des auteurs qui lancent des livres, parfois ils acceptent de faire une mini-interview de 3 minutes gratuitement. Quand on demande vraiment un travail, par exemple de faire des recommandations, de faire pour un atelier, on rémunère évidemment les auteurs. On a eu un budget du Trust de l'Institut français du Royaume-Uni et un budget aussi de l'Institut français de Paris pour travailler sur l'année de la BD. Donc, on utilise ce budget pour rémunérer les intervenants, notamment. D'accord. Et il y a une autre question sur, notamment, si elles sont in English, les vidéos ou BD. Oui, elles sont en anglais. Si elles sont en français, on les sous-titre. Parce qu'en fait, on vise le public de l'Institut français du Royaume-Uni, qui est un public qui est potentiellement francophone, mais pas forcément. Et les ateliers se font en anglais également. D'accord. Parfois en bilingue, ça dépend. Les groupes de lecture sont plutôt en anglais, mais parfois dans les deux langues. Mais on s'adresse d'une manière générale à l'Institut plutôt en anglais à notre public. Ouais. Très bien. Alors,
Du coup, moi, je vais te remercier pour cette intervention. Dire à tous les collègues que s'ils ont d'autres questions, ils peuvent continuer à les poser dans la partie questions, que tu peux y jeter un œil et y répondre dans la partie questions, qu'éventuellement, on peut revenir vers toi à la fin s'il y a des questions qui pourraient être d'intérêt plus général, ou des éléments qui te reviennent que tu aurais envie de partager. Moi, j'ai un petit mot de ma collègue Anne Duparquet qui suit justement les événements Année de la BD dans le réseau, pour vous dire qu'il y a environ 26 projets qui sont soutenus par l'Institut français dans le cadre de l'Année de la BD, et que ces projets, aujourd'hui, malgré les événements, malgré la situation, sont pour la plupart maintenus ou légèrement reportés, décalés en fin d'année. Certains donc maintenus en version physique, mais aussi certains vont être maintenus en version numérique, comme chez vous au Royaume-Uni. Donc voilà, c'était juste un petit point. L'autre bonne nouvelle, ce serait que Pierre Lungheretti est parmi nous, que normalement, il devrait pouvoir nous rejoindre sur scène. Pierre, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, merci Marion, en tout cas. Pierre, je ne sais pas si vous pouvez nous rejoindre sur scène. Ok. Si ce n'est pas possible tout de suite, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est passer certainement à la présentation BDNF avec Damien et Yanis. Et Pierre nous rejoindra à la fin, du coup, et conclura sur l'année de la BD, et actions à venir. Damien, Yanis, ça vous va? Oui, très bien. Merci Frédéric. Merci Marion et Marie-Charlotte qui a disparu de nos écrans. Moi, je profite juste, je me présente, je suis Yanis Koikas, je suis le chef du service des éditions multimédia à la BNF. Donc, le service qui a conçu, développé et proposé l'application de BD. Juste un petit... Nous avons remporté un appel à candidature des services innovants du ministère de l'Éducation nationale il y a maintenant un peu plus de 2 ans, et nous avons présenté cette application le 30 janvier dernier au Festival d'Angoulême, en présence de la présidente de la BNF. Cette application de BD, vous allez voir, c'est un outil qui est complet, puisque c'est à la fois un outil qui permet de créer, c'est un outil de réappropriation, de création, de réappropriation des œuvres, des collections en musée, des grands établissements, mais aussi des collections personnelles, des photographies personnelles, et aussi permet un accès facilité aux collections de la BNF numérisées, donc à la bibliothèque numérique de la BNF, Gallica, qui comporte aujourd'hui 6 millions d'items numérisés, donc 6 millions d'œuvres du patrimoine français, mais aussi mondial. Et ces outils entrent dans une stratégie de mise à disposition à la fois de ressources et d'outils pour s'en emparer. BDNF est plutôt un outil. Pour vous donner un autre exemple d'une dernière réalisation, de 2 dernières réalisations qu'on a pu proposer, ensuite je passerai la parole à Damien. Je vous le mettrai dans le chat, dans les adresses dans le chat, et puis je répondrai aussi au fur et à mesure que Damien prendra la parole et vous présentera l'outil de manière plus précise. Je répondrai à vos questions aussi dans le chat, donc n'hésitez pas à nous interroger en même temps. J'en profite pour vous présenter aussi un autre projet qui s'appelle fantasy.bnf.fr, qui est un site dédié au genre littéraire du merveilleux et de la fantaisie. C'est un site internet qui se veut un site internet de référence sur la question, qui fait vraiment le tour de la question et qui est associé à un jeu vidéo, donc qui s'adresserait aux plus jeunes et aussi à tout un bagage pédagogique qui s'adresserait aux professeurs. Donc, c'est un autre type de projet que nous avons mis en place et qui permet de travailler à la fois dans le monde pédagogique, mais aussi avec le grand public, sur des supports différents. Et un deuxième projet qui s'appelle Entendre le théâtre, qui est un théâtre qui marie à la fois un site internet et des podcasts autour de l'acoustique des voix au théâtre dans la seconde partie du XXe siècle. Je vous les place dans le chat au fur et à mesure si vous voulez les consulter. Ce sont trois types de dispositifs que nous sommes en train de créer actuellement. Et puis, BDNF est déjà en anglais. Damien a déjà travaillé aussi en anglais sur l'application. Fantasy devrait arriver en anglais à partir du début de l'été. Mais je n'en dis pas plus. Je cède la parole à Damien, que certains d'entre vous connaissent sans doute, puisque c'est notre monsieur BD à la BNF, et qu'il est le chef de projet de BDNF, un superbe projet qui a un grand succès actuellement, parce que je crois que nous atteignons, Damien me disait ce matin, nous atteignons les 80 000 téléchargements. Donc c'est vraiment un projet qui a beaucoup de succès et qui permet à tous d'appréhender ce 9e art en cette année de la BD en France. Voilà, merci à tous. Merci Yanis, bonjour à toutes et à tous. Je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais partager mon écran et vous faire une petite démonstration de l'outil. Alors,
juste m'assurer que vous aviez bien une vision sur l'application à l'heure actuelle. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Donc, a priori, oui. Le premier retour, très bien. Donc, je débute. Alors, tout simplement, quand vous lancez l'application BDNF, qui est disponible sur ordinateur, sur PC et sur Mac, sur tablette, sur Android et iOS également dans une forme simplifiée sur téléphone portable, sur Android et iOS également. Donc, le premier écran, tout simplement, m'invite à créer un compte en ajoutant un profil. Je peux également choisir la langue du logiciel ici. Donc, soit je le passe en français ou en anglais. On va rester en français pour cette session. Et donc, je me crée un compte tout simplement sur la base d'un pseudonyme. Et puis, je suis invité à valider les conditions d'utilisation pour débuter l'aventure, découvrir l'application. Premier écran, je suis invité à donner un nom à mon histoire. Très original, je vais l'appeler test. Et je découvre en fait l'écran d'accueil avec les 4 parcours de création que propose BDNF et également un accès à des ressources pédagogiques qu'on verra un peu plus tard. Donc le premier parcours, comme l'a dit Yanis, c'est un projet qui a remporté un appel à projet service innovant numérique lancé par l'Éducation nationale. Donc on a vraiment construit l'outil avec le corps enseignant et en particulier avec 2 enseignantes d'Île-de-France, Clara Abier qui enseigne en collège à Tremblay et Noémie Martin qui enseigne dans une école élémentaire du 15e arrondissement. Donc, quand je dis qu'on a co-construit le projet avec eux, c'est vraiment du recueil des besoins jusqu'au test utilisateur, puisque ces 2 enseignantes sont venues avec leurs élèves plusieurs fois à la BNF pour tester l'outil, pour voir ce qui fonctionnait moins bien, et vraiment avoir une démarche sur mesure adaptée à leurs besoins. Donc, le premier parcours, c'est un parcours qui permet de créer des formats courts de bande dessinée, donc des 1 à 4 cases, et on propose donc 3 formats différents dans ce parcours. Il est particulièrement adapté à l'objectif pédagogique puisqu'il permet de découvrir les codes de la bande dessinée à travers 3 formats contraints. Donc on a un premier format qui est un format MEM, où par exemple je vais pouvoir accéder à une image d'archive, une enluminure médiévale avec 2 personnages, et puis coller des bulles à ces personnages et construire un dialogue autour d'une image. Le comic strip, qui est un format vraiment plébiscité par les enseignants, qui permet de travailler sur la construction du récit, les 3 grands axes du récit, avec la première case qui évoque la situation de départ, la deuxième, le conflit, et la troisième, la résolution du conflit. Et le Young Koma, qui est le pendant japonais du comic strip, sauf que lui, il a une construction verticale, et puis une case supplémentaire dédiée au déroulement de l'histoire. Je découvre ces petits modules d'information en dessous de chaque format qui me permettent de découvrir une description, en fait, une définition du format et ses règles de structure. Alors, je vais cliquer par exemple sur le format comic strip, très utilisé par les enseignants, comme je vous le disais, et j'arrive dans l'édition à hauteur de ma bande dessinée et je vais pouvoir et découper mes planches qu'on verra un peu plus tard dans un autre parcours de création, justement où on peut vraiment faire une création sur mesure sur la base d'une planche ou d'autres formats. Et la plus-value de cet outil, et, en lien avec notre mission principale à la BNF, c'est qu'elle intègre en fait des corpus d'éléments préintégrés, donc des images préintégrées à l'application, issus des collections de la BNF. Donc, Yanis, on parlait tout à l'heure, la bibliothèque numérique de la BNF, c'est 6 millions de documents numérisés. Donc, on a fait un travail, nous, de regrouper 150 éléments issus de cette bibliothèque. Donc, on retrouve par exemple des animaux dessinés par Benjamin Rabier, également des objets issus souvent d'albums de coloriage tombés dans le domaine public, et puis des personnages historiques représentant de nombreuses époques. On a par exemple ici Achille et Ulysse, donc les personnages de l'Iliade et de l'Odyssée. Bien souvent, ces personnages sont issus d'esquisses de décors d'opéra du 19e.
Mais aussi, vous voyez ici, il y a plusieurs personnages féminins, extraits d'une encyclopédie féminine du 19e. Ces deux gentlemen, très adaptés pour l'usage de l'Institut français de Londres, que je recommande à Marion, issus d'une affiche de la Belle Époque. En dessous, on découvre des décors. Par exemple, certains sont des photos d'Eugène Hadget tombées dans le domaine public. Par exemple, cette photo des jardins du Luxembourg. Alors là, vous les voyez peut-être en petit, mais je vous les montrerai tout à l'heure en plus grand. Et puis, on a également des décors vraiment très variés, des décors d'opéra, dans des décors exotiques, mais aussi dans des palais. J'ai importé Ulysse et Achille. Je vais pouvoir, par exemple, les mettre dans ce décor qui est assez catastrophique. On va dire que c'est la plaine de Troie. En dessous de ces éléments issus des corpus BNF, on retrouve des corpus propres à la bande dessinée. Alors ici, vous voyez des appendices et des bulles qu'on va pouvoir utiliser en fonction de nos besoins. Donc certaines appendices qui évoquent la pensée, d'autres davantage la colère, comme ici. On va apporter quelques appendices et quelques bulles, mais aussi des encarts, des récitatifs. En dessous, nous avons travaillé avec un illustrateur pour proposer en fait un corpus spécifique pour les 8-12 ans. C'est les enseignantes justement, Clara Rabi et Noémie Martin, qui nous ont guidés dans leurs besoins. Elles ont défini en fait 3 thématiques sur lesquelles elles voulaient qu'on travaille au niveau des décors pour ce corpus les 8-12 ans. Donc il y a un corpus historique autour d'un château qu'on a essayé de faire un peu intemporel. Donc vous voyez ici une vue générale du château. On a également une vue depuis le donjon, depuis les remparts, dans une auberge. Un deuxième corpus thématique autour de la nature, avec une vue mer, une vue montagne, une vue forêt, la rivière, le champ. Et enfin, un dernier corpus autour de l'environnement urbain, où on découvre les transports en commun, un lieu de vie, un lieu de travail, la rue. En dessous, vous découvrez un personnage féminin qui a été décliné dans une variété de postures et exprimant une gamme d'émotions larges, la joie, la tristesse, le dégoût, la peur. Et en dessous, quelques fonds de cases et un personnage masculin décliné dans la même variété de positions. Alors, vous découvrez ensuite un corpus d'idéogrammes et des objets accessoires qui peuvent être utilisés en lien avec tous ces éléments du corpus issus de corpus pour les 8-12 ans. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les onomatopées classiques. Donc, j'ai tout simplement sélectionné quelques éléments qui m'intéressent pour construire ma bande dessinée, que je vais importer et redécouvrir sur la partie droite de mon écran. Je double-clique sur une case pour entrer dans l'édition de ma case et je vais pouvoir tout simplement glisser, déposer les éléments que j'ai présélectionnés. Comme dans tout éditeur d'image, je vais pouvoir augmenter la taille de mon image ou la réduire. Je peux, si je maintiens la touche Shift enfoncée, je vais garder l'homothétie de mon document. Si je ne souhaite pas garder les proportions et utiliser qu'une partie de l'image, je vais également pouvoir le faire sans maintenir la touche Shift enfoncée. Ensuite, de la même façon, je vais pouvoir importer mes personnages et leur appliquer des effets miroirs. En haut, on retrouve en fait une barre d'outils. Ici, un peu à la façon de PowerPoint, comme on a beaucoup de couches d'éléments qui vont se superposer, je vais pouvoir passer mes personnages, mon décor du premier plan à l'arrière-plan et leur appliquer des effets miroirs horizontales ou verticales. Je vais importer une bulle également. Et une appendice de bulle. Et puis, j'ai un petit outil qui me permet d'intégrer du texte dans ma bande dessinée. Je vais pouvoir redimensionner la typo
ici. En fonction de mes besoins, je retrouve en fait tous les éléments propres à un éditeur de texte. Je vais pouvoir mettre mon texte en gras, le souligner, jouer sur l'italique et également sur les alignements. Et j'ai une dizaine de typos à disposition, propres à la bande dessinée, en fonction de mes besoins, en fonction de mon récit. Je peux, si je le souhaite, importer des images depuis mon ordinateur ou ma tablette, des photos par exemple. On a beaucoup d'enseignants qui utilisent BDNF aussi pour faire du photoreportage suite à une visite au musée par exemple. Et je vais pouvoir également faire une recherche là directement en fait, dans la bibliothèque numérique de la BNF, Gallica, et ses 6 millions de documents digitalisés. Donc par exemple, je vais lancer une recherche sur le chat, avec comme mot-clé un chat. Alors j'ai une connexion assez faible ici, donc j'espère que ça va fonctionner. C'est peut-être un peu prétentieux en même temps que la vidéo. Ouais, je vous invite à le faire vous-même chez vous. Ah bah voilà, si ça fonctionne. Donc tout simplement, si j'ai un chat qui regarde dans un télescope, ça va peut-être être long à l'import par contre. Non, ah bah, surprenamment. Donc je récupère ma photo ici, de la même manière, je la récupère dans ma bibliothèque, et puis je vais pouvoir l'agrandir, la réduire, ajouter des bulles. J'ai un petit outil qui permet également de dessiner directement dans l'application. Alors, ça relève plus du Paint que du Photoshop, mais ça permet de faire... Alors là, en plus, je dessine au trackpad, donc je risque de faire quelque chose de vraiment pas joli. Donc, je vous prie de m'excuser. Ma mère ne serait pas fière, elle qui est institutrice maternelle, que je fasse un dessin aussi moche. Et vous ne m'en voudrez pas. Alors, on va faire un magnifique bonhomme fil de fer. Je vous raconte pas, en plus, j'ai pas un ordinateur des plus récents, donc le trackpad est pas extraordinaire. Et j'ai également un outil qui va me permettre de supprimer le fond de mon image. Vous voyez là, toute la partie blanche autour de mon personnage a été éliminée. De la même façon, je vais pouvoir, par exemple, importer un dessin que j'ai réalisé sur une feuille de papier et supprimer le contour si je l'ai réalisé sur un carnet ou un cahier de texte. On a en fait, c'était une des volontés des enseignantes de ne pas travailler en vase clos dans le numérique, mais vraiment de créer un maximum de ponts entre le virtuel et le réel, et qui est aussi une résonance physique au projet virtuel. Donc c'est une des passerelles potentielles. Donc là, j'ai supprimé le fond autour de mon dessin. Je vais pouvoir l'enregistrer. Je ferme l'éditeur et normalement, je retrouve mon petit personnage ici. Alors, vous voyez, il est absolument magnifique. Et de la même façon, je vais pouvoir lui ajouter une bulle, du texte. Voilà pour le fonctionnement de l'éditeur. Je peux, si je le souhaite, exporter ma planche complète. On propose 3 types de formats. Un format image, où j'ai un module qui me permet de jouer sur la saturation de mon image, sur les contrastes ou sur la luminosité, mais également, un peu à la façon d'Instagram, on a plusieurs filtres qui permettent d'homogénéiser le contenu. Alors, je vais pouvoir, par exemple, passer toute ma bande dessinée en noir et blanc, en sépia, en négatif, ou jouer sur le contour dessiné, sur les contours de mon image. L'export se fait tout simplement via le bouton exporter et l'enregistrement se fait en format PNG. Si je choisis un export vidéo, de la même façon, BDNF va me générer en fait une vidéo avec en fait la caméra va se déplacer dans ma bande dessinée, passer un certain temps, un temps donné qui permet une lecture optimale de chaque case. Et faire du panning, du travelling dans ma planche ou dans mon comic strip. Si c'est un simple comic strip, ça sera un simple panning d'une case à une autre. Si c'est une planche complète, on va pouvoir zoomer, dézoomer, organiser des effets de travelling dans la planche. Et le format PDF que tout le monde connaît, idéal pour l'impression. Voilà pour les 3 formats d'export. Je vais vous présenter le deuxième parcours de création. Donc, je donne un nouveau nom à mon projet. Ce deuxième parcours de création, il
Il est davantage destiné à un public initié, puisqu'on va pouvoir travailler sur une planche complète ou sur un webtoon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le format webtoon, c'est un format qui est vraiment en train de s'implanter un peu partout dans le monde. C'est en fait de la bande dessinée native en numérique, pensée pour une lecture optimale sur téléphone portable. Donc la construction, comme vous voyez à l'écran, j'espère que c'est pas trop petit. En général, on découvre les cases les unes en dessous des autres, assez larges, assez grandes, et la lecture se fait en défilement vertical. Il y a beaucoup d'acteurs, même au niveau français, qui sont en train de se structurer pour proposer une sorte de Netflix de la bande dessinée digitale autour de ce format, puisqu'il est très plébiscité par les 12-25. Donc, si je choisis le format Webtoon, par exemple, l'application va me guider en fonction du travail que je vais effectuer. Si le support de diffusion finale est un ordinateur, la largeur de la case sera de 1200 pixels. Si c'est pour une tablette, 820 et 400 pixels si je souhaite travailler vraiment pour une publication sur un téléphone portable. Si je choisis un format plus classique, le gaufrier classique qu'on connaît tous, avec la lecture de Tintin ou Astérix et Obélix, en particulier en France, l'héritage franco-belge, je vais pouvoir choisir l'orientation de la page de ma bande dessinée, soit en portrait, soit en paysage, et également choisir si je travaille à l'occidental avec une lecture de gauche à droite ou à la japonaise de droite à gauche. Donc, je vais partir sur quelque chose d'assez classique et découvrir. Donc là, je retrouve en fait l'éditeur de BD tel qu'on l'a vu dans le premier parcours de création. J'ai la possibilité, en fait, je me retrouve face à cette case blanche face à cette blanche, même cette page entière blanche, de découper ma bande dessinée en fonction de mes besoins, découper ma planche en fonction de mes besoins. Et je vais pouvoir également ajuster la taille de mes cases, soit au début, soit en fonction de mes dessins, de ce que j'ai réalisé. Et de la même façon, je vais pouvoir choisir, travailler sur l'épaisseur des gouttières et puis importer des images, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, une petite chose que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, et qui est assez intéressante, si j'importe des images issues de la bibliothèque de la BNF, par exemple, des animaux issus du corpus de Benjamin Rabier, je vais pouvoir faire un aller-retour entre découverte du patrimoine et création, puisqu'à chaque moment, en fait, je peux décider d'aller voir l'image source dans Gallica et découvrir son origine. Donc, c'est vraiment toujours, on a essayé de favoriser cet aller-retour entre découverte et création, découverte du patrimoine et création du récit. Donc, voilà pour le deuxième parcours de création. Je pense que vous avez bien saisi comment on construit sa planche, comment on la découpe à travers les petits modules à disposition dans l'onglet cases. Je peux créer autant de planches que je le souhaite. Et de la même façon, je vais pouvoir soit exporter une simple case en sélectionnant une case, ou si je suis en vue planche, exporter ma planche entière. Si j'ai créé plusieurs planches, j'ai un petit module ici qui va me permettre de retrouver toutes mes planches et d'exporter la BD entière. Je présente maintenant le troisième parcours de création. C'est le parcours de création sur mesure où on propose dans ce parcours des modèles types. Par exemple, si je souhaite réaliser une bande dessinée à destination d'Instagram, je vais pouvoir le faire puisqu'on va vous proposer un format carré. Également un format pour réaliser une BD à destination d'une story Instagram, donc en mode portrait. Mais également, on va pouvoir travailler sur des posters, des affiches A4, des fonds d'écran, réaliser une BD format carte postale, format marque-page ou panoramique. Et pour les plus experts, je vais même pouvoir décider de la taille de ma zone de travail ici. Donc, je vais par exemple mettre un ratio 1/1 pour travailler sur une base carrée. Et je vois, sur Internet, en ce moment, le format 4 cases carrées est assez en vogue. Donc, je pars de ma base carrée, je vais pouvoir le découper. Et voilà, j'ai mon 4 cases carrées prêt
voilà, c'est très intuitif. En tout cas, on a essayé de faire pour que l'interface soit la plus simple possible. Et le quatrième parcours de création, c'est un parcours qu'on a construit avec deux formateurs BD, Pierre Pulia et Ronan Le Breton. Et là, on découvre en fait le processus de création complet d'une bande dessinée avec 4 étapes. Donc, une étape où je suis invité à créer mon personnage, en fait, à créer une fiche personnage, comme ça se fait dans le cinéma d'animation, tout type de film. Je vais pouvoir dessiner mon personnage, importer mon dessin réalisé sur une feuille de papier, donner un nom à mon personnage, déterminer un âge, un sexe, décrire ses origines, lui donner des attributs, déterminer si le personnage est plutôt gentil, méchant, courageux, heureux, et puis décrire également ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses centres d'intérêt, ses passions, son histoire, sa personnalité, ses relations avec les autres personnages. Ce que nous expliquaient les formateurs BD aussi, c'est que c'est une étape importante, en particulier pour les plus jeunes, pour se projeter dans le récit, de travailler sur la définition des personnages. À tout moment, et ça c'était une des demandes des enseignants, c'est que je vais pouvoir télécharger le travail en cours, chaque étape, pour valorisation, par exemple en classe ou à la maison. Je vais pouvoir télécharger ma fiche personnage. Une fois que j'ai créé mon ou mes personnages, je vais passer à l'étape suivante. Et là, on découvre en fait un petit outil de storyboarding qui permet de découper son histoire en moments. Donc, je vais pouvoir me projeter dans mes cases, ce que j'imagine, entrer dans le descriptif. Donc, par exemple, la case 1, en général, c'est on présente l'univers dans lequel les personnages vont évoluer ou leur lieu de rencontre. Donc, je vais mettre les personnages se rencontrent dans une prairie. Et puis, je vais pouvoir directement rentrer mes dialogues, les assigner aux personnages que j'ai créés au préalable. Créer autant de bulles que je le souhaite, ajouter des planches, ajouter des cases, et rentrer en fait dans l'écriture de mon scénario, dans le découpage de mon histoire en moment à ce niveau. La prochaine étape, c'est le choix du format. Donc, on retrouve tous les formats qu'on a vus au préalable dans les précédents parcours de création. Donc, les formats courts, le même, le comic strip, le Yankoma, les strips, les gaufriers et le format webtoon. Voilà, et on retrouve en fait l'éditeur de bande dessinée. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre justement l'usage et de façon détaillée ce parcours. Alors, je vais essayer de changer de fenêtre. Voilà, je lance la vidéo. J'espère que vous avez du son. Il n'y a pas de son, Damien. Pas de son. Très important, mais... Ouais, c'est bon.
Je vais maintenant vous présenter le site web vitrine en lien avec l'application qui présente aussi les ressources pédagogiques. Oups, la vidéo se relance. Donc vous découvrirez en fait toutes les informations relatives au projet sur bdnf.bnf.fr avec également tous les liens pour télécharger l'application en fonction de votre support de travail. Donc de façon classique, sur la première page, on découvre des informations sur le projet, quelques exemples de réalisations réalisées par des scolaires, mais également par des illustrateurs et public élargi. Le lien pour télécharger l'application, donc si vous êtes sur PC, sur Mac, sur tablette, Android ou iOS, et sur téléphone portable, Android et iOS. Très prochainement, cet été, si tout se passe bien, on mettra en ligne également une version pour Linux. Et on a également de nouvelles améliorations qui viendront au courant de l'été. Et ensuite, vous découvrez l'onglet de la bibliothèque pédagogique. Là, justement, on a travaillé sur ce contenu avec les deux enseignantes également. L'idée, c'est de fournir, en fait, clé en main aux enseignants, aux formateurs, aux parents, en fait, à tous prescripteurs, les informations pour se lancer dans un atelier de création BD avec BDNF. Donc, on découvre des fiches, des micro-fiches qui donnent des éléments de définition autour de la bande dessinée. Qu'est-ce qu'une onomatopée, comment structurer une planche, comment structurer une case, une brève histoire de la bande dessinée. Et autour de ces 10 micro-fiches, on présente en fait une métafiche qui donne une indication pour monter un atelier BD en classe, par exemple, autour de 3 séquences pédagogiques. En dessous, vous découvrirez également les fiches spécifiques réalisées par l'Institut français pour les apprenants du français langue étrangère. Oui. Pardon? Il y a un problème? On a un écho assez bizarre qui arrive. Je vois que vous êtes seul, du coup, sur votre compte. Bien. Tu m'entends? Oui. Oui, vous m'entendez? Un problème de son, je pense que ça vient de... Est-ce que c'est mieux? C'est bon, tu peux y aller, Damien. D'accord. Ouais, c'est mieux là. Merci. Très bien. Donc la bibliothèque pédagogique avec le contenu des fiches téléchargeables en PDF. Vous verrez en dessous la section de l'Institut français avec les fiches spécifiques pour les apprenants du français langue étrangère. Sur ce site, on découvre également toutes les informations liées à l'animation éditoriale avec la possibilité de mettre à disposition de nouveaux corpus d'images avec des nouveaux personnages, des nouveaux décors. Si vous êtes une institution, vous pouvez également constituer votre propre corpus avec vos personnages, vos décors en lien avec votre programmation culturelle et pousser ce corpus sur les ordinateurs, sur les tablettes à disposition et travailler sur cette base. Nous, on prévoit de mettre à disposition de nouveaux corpus tout au long de l'année en fonction de notre programmation culturelle in situ à la BNF également, sur cette page. Ensuite, on découvre une galerie avec des projets réalisés ici, des projets pilotes réalisés par 3 auteurs que l'on a mandatés. Dans la catégorie mème et comic strip, donc là on est vraiment dans le détournement d'images d'archives.
Je vous invite à regarder les créations d'infographistes. Gilles Blondel, en fait, qui est connu sous le nom d'infographiste et qui a publié 2 BD chez Delcourt, où justement il fait uniquement du détournement d'images d'archives. Également, vous découvrirez ses créations dans Comic Strip. Et enfin, une BD patrimoniale réalisée par Raphaël Messan, un auteur dont le travail est assez intéressant puisque lui, il dessine pas du tout. Il a publié également 3 tomes chez Delcourt, une BD qui a pour sujet la Commune de Paris. Où en fait, il utilise des images d'archives qu'il scénarise en ajoutant bien sûr des récitatifs, des bulles. Et il raconte ici, par exemple, pour nous, l'histoire d'un combat de boxe entre la superstar des rings franco-française, Georges Carpentier, et un franco-sénégalais, Battling Siki. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à découvrir cette histoire datant de 1922 dans un contexte assez raciste, qui fait assez écho à pas mal de choses aujourd'hui. C'est un bon exemple de projet éditorial BD sur la base des fonds de la BNF. Et c'est une excellente piste aussi pour montrer les possibilités de BNF ayant pour base ces 6 millions de documents numérisés. Également, vous découvrirez des exemples de webtoons réalisés par un autre illustrateur qui s'appelle Adrien Martin, où lui a raconté une histoire au sujet de la BNF, à la BNF, avec des éléments dessinés. Donc, c'est un autre type de travail encore. Et également une BD sous le format franco-belge classique qui a pour lieu également la BNF. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'application. On va également proposer des concours, certainement un prochain concours avant la fin de l'année. Donc les informations seront mises en ligne sur l'onglet concours ici. Je vous invite à vous connecter régulièrement pour découvrir les nouvelles améliorations. L'outil, c'est sa première version qui est sortie donc le 30 janvier dans le cadre du Festival d'Angoulême. Mais on compte le faire vivre avec notamment des nouveaux corpus, mais aussi en apportant des améliorations et sur la base des retours utilisateurs qu'on aura eu, on implémentera de nouvelles fonctionnalités. Voilà, je reste disponible si vous avez des questions. Merci Damien, merci Yanis. Alors effectivement, si on prend l'onglet questions, il y a beaucoup de questions. Ce que je vous propose, parce que Yanis a déjà répondu à une partie des questions dans la partie chat. Damien, tu as répondu à une partie des questions dans ton intervention. Ce que je propose à tout le monde, ce serait que Yanis et toi, Damien, vous preniez un peu de temps pour regarder les questions, oui. Que je donne la parole à Pierre, et après son intervention, on revienne avec vous pour que vous puissiez répondre en fait à toutes les questions un peu en même temps, parce qu'il y en a plusieurs qui se recoupent, et ça sera plus simple que de les prendre une par une. Et si ça vous convient. Oui, très bien, Fred. Moi, j'ai répondu au fur et à mesure aux questions sur le chat, mais n'hésitez pas à nous en poser d'autres. On est à votre disposition avec Damien. Donc, il y a l'onglet questions aussi. Et je vous redonne la parole à la fin. Alors, Pierre Lungheretti, vous nous avez rejoint. Voilà, donc je rouvre votre micro. Il me semble qu'il est coupé. Bonjour, vous m'entendez ou pas? Je vous entends, mais on a un problème de son. Il y a quelque chose qui fait du bruit chez vous. Est-ce que vous m'entendez? Non? Oui, on vous entend. On vous entend. Ok. Bon, écoutez, moi, je vais essayer d'y aller parce que j'ai un écran qui s'est totalement figé. Donc, je ne vois plus personne. Je vois des espèces de figures géométriques sur mon écran. Et bon. Je vais peut-être suivre le PowerPoint, mais très rapidement sur les premières slides, en insistant peut-être un peu plus sur les dernières, pour vous donner quelques indications sur les enjeux de 2020 année de la bande dessinée, en vous précisant immédiatement que Franck Riester, le ministre de la Culture, a décidé que cette année serait prolongée jusqu'à fin juin 2021, de manière à rattraper le temps qui a été percuté de plein fouet par la crise sanitaire que nous vivons tous et qui a empêché un certain nombre d'opérations qui étaient prévues de se réaliser.
et qui permettront ainsi de voir leur concrétisation au premier semestre 2021, parce que l'année a été lancée fin janvier par le président de la République et le ministre de la Culture au Festival d'Angoulême, et très rapidement, on est arrivé au confinement au 15 ou 16 mars dernier, donc on a à peine pu vivre un mois et demi de cette année, et il est évident qu'elle est très impactée par cette crise que nous vivons. Alors peut-être, je vais passer très rapidement sur comment dirais-je, les objectifs et les origines, en tout cas, de BD 2020. Donc c'est lié à une volonté du ministre de reconnaître et de mettre en lumière la vitalité du 9e art dans notre pays, qui est un pays de référence, comme vous le savez, qui se situe, qui est le 2e ou 3e marché mondial, et qui connaît une crise, une effervescence. Il y a aussi une crise, j'y reviendrai après, mais il y a surtout une vitalité et une effervescence créative très importante depuis à peu près 25 ans, un accroissement très considérable de la production qui a été multiplié par 10 depuis 20 ans, et une réelle pénétration de plusieurs marchés étrangers, comme vous le savez, que ce soit en Europe du Nord pour la bande dessinée alternative, un peu en Asie, et beaucoup en Europe, en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays européens où il y a une certaine percée de la bande dessinée française et notamment de la nouvelle bande dessinée française. Les principaux objectifs de cette année de la bande dessinée, c'est premièrement de renforcer la reconnaissance institutionnelle et symbolique du 9e art. Deuxième objectif, qui est de valoriser le travail de création des auteurs vivants, et notamment de mieux prendre en compte également la problématique très spécifique des auteurs qui sont dans une situation de précarisation depuis une dizaine d'années, de développer la diffusion et la visibilité de la bande dessinée en favorisant et en mettant en lumière le pluralisme esthétique que j'ai indiqué, d'initier et de renforcer une politique d'éducation artistique et culturelle dans le milieu scolaire, puisque si les bénéfices éducatifs de la bande dessinée sont très reconnus par les équipes éducatives, la bande dessinée n'est pas en tant que telle reconnue comme une discipline dans le monde par l'éducation nationale. Le cinquième objectif, c'est d'assurer un plus fort rayonnement de la bande dessinée française dans le monde. Et ça, évidemment, c'est un élément qui vous concerne particulièrement. Et de mettre en œuvre une nouvelle politique nationale, puisque le ministre a indiqué que l'année de la bande dessinée était non pas un aboutissement, mais un point de départ pour imaginer une politique nationale plus volontariste et plus ambitieuse en matière de bande dessinée. Cette année de la bande dessinée, elle se décline en 7 dimensions qui sont très liées à ces objectifs. Une dimension populaire qui est de promouvoir la bande dessinée auprès du grand public avec des opérations à très forte visibilité. Une dimension artistique et de création pour valoriser les auteurs et la création contemporaine dans le domaine du 9e art et dans toute sa diversité esthétique. Une dimension culturelle et patrimoniale en lien notamment avec les musées, avec une valorisation de l'histoire de la bande dessinée, des grands jalons de son histoire, et avec une implication des établissements publics et des musées nationaux et des musées territoriaux. Une dimension éducative, avec notamment un partenariat fort avec le ministère de l'Éducation nationale qui débouche sur un programme assez nouveau, je dois dire, de résidence d'auteurs en milieu scolaire, avec un objectif d'une résidence par département au minimum. Une dimension professionnelle qui vise, en lien avec les représentants de l'ensemble de la filière, de travailler à une meilleure prise en compte des enjeux de la filière dans ces différentes dimensions. J'ai évoqué la question de la précarisation des auteurs, mais c'est également la question des éditeurs, et notamment de l'édition alternative, qui est une édition très fragile,
question des festivals et la question plus globalement d'une meilleure inscription de la bande dessinée dans l'ADN de la politique culturelle nationale et territoriale. Une sixième dimension qui est une dimension académique, intellectuelle et de recherche pour mieux valoriser tous les travaux universitaires qui sont faits dans le domaine de la bande dessinée, puisqu'on sait que depuis une quinzaine d'années, il y a une intensification des travaux académiques et des travaux de recherche autour de la bande dessinée. Donc, il y aura toute une série de colloques qui seront organisés sur l'ensemble du territoire national en lien avec des universités et des unités de recherche. Et puis une septième dimension qui là aussi vous concerne tout particulièrement, c'est une dimension internationale pour faire rayonner la présence et la notoriété de la création française à l'étranger. Alors, peut-être vous donner des éléments de référence. On est à ce stade à peu près 1100, pour être très précis, 1134 opérations dans le cadre de BD 2020, qui intègre aussi des opérations à l'échelle internationale qu'un certain nombre d'entre vous portez. On a une très forte implication, je l'ai effleuré, des établissements culturels nationaux, puisque aussi bien le Louvre, le musée d'Orsay, la Philharmonie de Paris, le château de Versailles et toute une série, la BNF bien évidemment, toute une série de grands établissements nationaux mettront en œuvre des opérations spécifiques, que ce soit des expositions. Par exemple, le musée de Versailles va ouvrir une exposition à la rentrée de septembre sur la représentation de Versailles dans la bande dessinée, que ce soit des expos ou des opérations, des rencontres avec des auteurs en résidence qui seront accueillis dans ces établissements nationaux. Un autre exemple qui est tout à fait différent de celui du château de Versailles, c'est le travail que va faire le musée de la musique, qui va produire une exposition autour du chanteur Renaud. Et comme Renaud est un aficionado de la bande dessinée, en regard de cette exposition consacrée à Renaud, il y a une jeune autrice qui s'appelle Laureline Mathieussy qui fera un travail de création au sein des collections permanentes du musée de la musique autour de l'univers de Renaud, pour donner un écho à l'exposition donc proprement dite, qui sera consacrée à Renaud et à son parcours dans le monde de la musique et de la chanson. Et puis évidemment, une implication très importante des territoires, des médiathèques, des musées territoriaux, des associations qui développeront à la fois, dans le cadre des 7 dimensions que j'ai indiquées, des résidences d'auteurs. On a aussi beaucoup cherché à valoriser les auteurs et à imaginer des résidences originales. Par exemple, avec le Centre des monuments nationaux, nous allons organiser 5 résidences, donc 5 monuments répartis de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire national. Le château de Vincennes va organiser l'occasion des travaux qui se passent au sein du château de Vincennes pour que l'auteur en question puisse donner un écho de ses travaux et réalise une fresque sur les palissades qui vont se tenir pendant les travaux. Beaucoup de rencontres d'auteurs et de projets d'hybridation artistique, de liens entre la bande dessinée et d'autres formes d'expression, que ce soit la musique. Je reviens à la Philharmonie, puisque il y a un projet de concert dessiné autour de Stravinsky avec Catherine Meurice et Camille Jourdi notamment. Des structures un peu périphériques du monde public, comme la RATP, la SNCF, qui a mis en place, alors ça c'était au moment du Festival d'Angoulême en janvier dernier, toute une série d'opérations dans les gares, de visibilité et d'exposition dans plusieurs dizaines de gares de l'ensemble du territoire. Et puis Vinci, qui gère 8 aéroports en France, qui va à la rentrée mettre en place des expositions autour de la représentation du monde de l'aviation dans la bande dessinée. Et ça aura lieu dans 8 aéroports spécifiques. La FNAC est également partenaire de cette année de la bande dessinée.
et qui va proposer à la fois des rencontres d'auteurs, des ateliers de pratique du dessin et donner des échos des expositions qui auront lieu sur le territoire national. Et en matière d'exposition, peut-être pour faire un focus sur ce sujet, il y aura à la fois des musées, ça ira des musées d'archéologie, je pense au musée d'art et d'archéologie de Compiègne qui va faire un travail sur Rahan en résonance avec ses collections permanentes, et puis d'autres musées d'archéologie qui vont faire le même type de mise en regard, jusqu'au musée d'art contemporain ou au musée d'art moderne. Je pense particulièrement au musée Picasso, qui devait ouvrir une exposition en mars dernier sur Picasso et la bande dessinée. L'exposition est reportée à la saison prochaine, de manière à ce qu'elle puisse évidemment trouver sa concrétisation. Le ministre en profitera, comme je l'ai indiqué, pour mettre en place des groupes de travail avec les représentants de la filière, de manière à ce que soient discutés les principaux éléments d'évolution de la politique nationale et que ça puisse contribuer à nourrir les nouvelles orientations qu'il avait eu l'occasion d'indiquer au Festival 2019 de la bande dessinée d'Angoulême, et que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on puisse ouvrir une nouvelle page de la politique nationale en faveur de la bande dessinée. Des opérateurs comme le Centre national des arts plastiques, le Centre national du cinéma, la Cité de l'économie et toute une série de grands opérateurs du ministère, d'opérateurs sectoriels sont évidemment impliqués dans l'année de la bande dessinée, le Collège de France également, les élus locaux, les élus territoriaux avec l'association France Urbaine qui va travailler sur le fait urbain et à partir de résidences d'auteurs autour de ces questions relatives à la ville contemporaine. Et puis plusieurs grands festivals de bande dessinée proposeront, alors tout ce volet est décalé à la saison 2020-2021, puisque beaucoup de festivals devaient avoir lieu pendant ce semestre 2020. Je pense à Lyon BD, je pense à Aix-en-Provence, je pense à BD à Bastia, qui sont des festivals, et au Festival d'Amiens également, qui devait avoir lieu en juin. Tous ces festivals proposeront des opérations spécifiques à la fois d'éducation artistique et culturelle, de résidence d'auteurs avec une résonance particulière lors de la saison et du semestre qui a été dédié par le ministre en 2021 pour prolonger cette année de la bande dessinée. Il y aura des implications particulières d'opérateurs municipaux. Je pense à la Maison de la Poésie à Paris qui avait déjà amorcé mais qui va continuer, notamment à l'occasion de la prolongation sur 2021, tout un cycle autour de la bande dessinée. Et c'est aussi le cas d'un opérateur du ministère de l'économie, comme la Monnaie de Paris, qui va s'inscrire dans cette année de la BD en faisant une collection de médailles à l'effigie de grands héros de la bande dessinée, et notamment en poursuivant une collection qui avait commencé avec Astérix et qui se poursuivra avec les Schtroumpfs. Je vous ai indiqué que le ministère de l'Éducation nationale lancerait à partir de l'année scolaire 2020-2021 son programme de résidence. Et nous essayons également de mobiliser les ministères de la Santé et les ministères de la Ville pour approfondir un certain nombre d'opérations qui s'étaient inscrites dans cette année. Je pense notamment à tout le travail qui est conduit avec la protection judiciaire de la jeunesse pour les enfants sous main de justice, de manière à ce que ces opérations puissent trouver une valorisation spécifique en 2021 pour le coup, et un nouveau départ et une nouvelle vigueur à partir de 2020 BD. Voilà, en gros, je vous ai résumé, je ne veux pas être trop long puisque
la séance a déjà démarré depuis presque 1h30. Donc, redémarrage probable de 2020 BD, on l'espère, dès les premières amorces de déconfinement avec la réouverture des bibliothèques, mais je ne peux pas trop vous en parler maintenant puisque les annonces du Premier ministre datent d'hier, mais plus vraisemblablement un vrai redémarrage à la rentrée de septembre 2020 avec un certain nombre d'opérations que j'ai indiquées qui pourront très concrètement trouver leur plein épanouissement et leur réalisation après cette séquence malheureusement un peu compliquée et qui a freiné un élan relativement prometteur. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'entends plus rien du tout. Merci Pierre. Ici, alors, est-ce que vous m'entendez? On vous a très bien entendu. J'ai pu passer vos slides à peu près en même temps, sauf au début. Mais en fait, c'est très bien passé. On vous a très bien entendu. Et on a même une petite question des collègues pour vous qui se demandaient s'il y aurait des possibilités en fait d'avoir des moments avec des auteurs sur Internet qui pourront être proposés au réseau pour diffusion à leur public. Oui, bien sûr. À la Cité de la BD, ce que je ne vous ai pas indiqué, c'est qu'on a profité de cette séquence du confinement pour développer une offre numérique particulièrement dense. Donc, il y a l'opération Toute la France dessine que vous connaissez certainement, donc qui consiste à faire travailler les Français, les internautes plus globalement, à partir d'un démarrage de strip qui a été commandé à des auteurs. Les rencontres, on a mis en place un certain nombre d'échanges vidéo avec des auteurs pour qu'ils nous relatent leur vie d'auteurs confinés. La demande, c'est plus spécifiquement un portrait d'auteur, un échange direct en live avec les auteurs, c'est ça? En fait, c'était des échanges avec les auteurs. C'est un peu comme on le fait avec le Salon du livre et de jeunesse de Montreuil sur leur pépite internationale. On cale avec certains collègues dans le réseau des moments où ils vont pouvoir faire rencontrer à leur public ou à des classes ou à des élèves, etc., des temps de rencontre avec un auteur. Et en fait, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Oui, mais on peut effectivement réfléchir avec vous sur vous faire une série de propositions sur des différents types d'auteurs qui pourraient être adaptés à cet exercice. Ouais, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, ça serait super. Cette demande est encore plus en ce moment, évidemment. Moi, j'avais aussi avec vous en ce moment, et je profite d'avoir tous les collègues du réseau là pour en parler. Je crois qu'on relance aussi avec vos collègues de la bibliothèque des formations sur la bande dessinée. Je sais que nos collègues en Indonésie vont faire appel à vous pour une formation des bibliothécaires et de quelques enseignants français autour de la BD contemporaine, connaître le paysage et pouvoir faire de la médiation autour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire, promouvoir cette offre-là auprès des collègues du réseau. Et puis, je crois qu'on a aussi quelque chose avec vous en juin, de façon dématérialisée, qui sera le focus. Il me semble qu'on aura un focus BD et une formation en partenariat avec vous. Et en lien aussi avec Lyon BD, il me semble. Oui, absolument. Oui, on est en train de structurer cette offre de formation. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Je regarde vite fait s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas. Alors, par contre, on a encore beaucoup de questions pour BDNF sur la partie plus technique. Merci donc Pierre. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour conclure. Non, on essaiera évidemment, compte tenu des événements, on vous alimentera sur des données plus concrètes sur le redémarrage et la reprogrammation d'un certain nombre d'événements qui étaient effectivement programmés et qui pourraient vous intéresser dans leur traduction, parce que ça donnera lieu à des ressources en ligne, un certain nombre d'éléments et qui pourraient avoir un intérêt pour en donner écho dans le réseau, mais on vous donnera évidemment tous les éléments. On va essayer, nous, à la Cité de la BD et en lien avec le CNL, d'agréger toutes les ressources numériques qui ont été produites
à l'occasion de cette période du confinement et qui pourront être, comment dirais-je, réutilisés pour différentes opérations dans le cadre de BD 2020 et bien au-delà. Et puis, j'ai pris bonne note de cette demande relative aux rencontres en ligne avec des auteurs sur laquelle on va travailler et sur laquelle on fera un certain nombre de propositions à la fois de format et de nom d'auteur pour répondre à cette demande. Voilà, merci beaucoup de votre attention et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, du coup, moi, j'ai regardé encore un petit peu les questions. J'ai vu qu'il y en avait une pour toi, Marion, donc quelqu'un de l'extérieur qui demandait si elle pouvait assister à ton drink and draw de distance. Donc, je pense que oui, c'est possible. Oui. J'ai répondu. Il suffit de m'envoyer un mail et j'enverrai les liens Zoom et mots de passe. D'accord. Ok, super. J'ai Marie-Charlotte, tu as vu des répondu en questions? principe dans le chat directement. D'accord. Ok, bon, très bien, très bien. Il me semble que j'ai répondu aux questions que j'ai vues. Si j'en ai omises, j'y réponds volontiers. D'accord. Et bah, du coup, sinon, je vais rendre la parole à Yanis et à Damien parce que pour le coup, ils ont sûrement quelques réponses à apporter à nos collègues. Je pense avoir fait le tour avec Yanis des questions aussi bien sur le chat que dans l'onglet questions. J'ai pas l'impression d'en avoir oublié. D'accord. Il y avait beaucoup de questions en lien en fait avec les configurations minimales requises sur les différents supports, que ce soit sur Mac, sur Windows. Donc j'ai posté le lien vers les FAQ qui précisent les configurations minimales. Voilà. Après, il y avait quelques petites questions sur l'éditeur de dessin, auquel on a répondu aussi. Si jamais il y a d'autres questions où vous avez besoin d'être orienté sur certaines choses, n'hésitez pas à nous écrire à édition au pluriel. Je vais mettre l'adresse dans le chat, .multimédia@bnf.fr. C'est vraiment notre suivi technique et on répond quotidiennement aux demandes, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu proposes Frédéric, tu proposes un PowerPoint, enfin un support pour l'ensemble des participants. Peut-être leur recommuniquer l'adresse si tu communiques. Tout à fait. Parce que, alors, oui, ce que je fais, alors en général, c'est vrai que je partage des infos, mais je les partage plutôt sur la liste des bibliothécaires, donc tout le monde ne les a pas forcément. Là, je m'en excuse pour ceux qui ne les ont pas, mais effectivement, je peux aussi envoyer un mail à tous les participants avec votre adresse, les coordonnées des intervenants, etc. Donc ça, je vais le faire peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent en tout cas. C'est bien, c'est pour répondre aussi aux demandes. Oui, tout à fait. Très bien, merci Frédéric. Merci à vous tous. Je termine vite fait par une information qui m'a été transmise par les collègues du département formation. Donc je n'arrive pas à vous partager le document, donc je vous le partagerai via la liste BitDog, juste pour savoir deux choses, mais savoir qu'il y a une formation qui s'adresse sur la BD, qui s'adresse aux professionnels, au personnel du réseau, donc c'est-à-dire à vous tous. Une formation sur la BD qui aura lieu en ligne. Elle était prévue en présentiel, mais elle aura lieu en ligne. Elle aura lieu du 8 au 12 juin 2020. Donc sur les mêmes thématiques qu'annoncées auparavant, donc se repérer dans la création BD française, comprendre le marché de la BD, comprendre les circuits de diffusion. Donc ça s'adresse à tous les collègues du réseau. Je répète les dates. De toute façon, je vous fais passer le document aussi. Donc les dates de la formation, c'est donc du 8 ce sera donc au mois de juin, et c'est le Focus BD avec le Salon du Livre et la Cité Internationale qui aura lieu pour les professionnels de la BD du 8 au 12 juin. Donc je vous remets tout ça dans un petit mail sur la liste BitDoc, et puis je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout, et puis merci aux intervenants d'être là et pour toutes ces informations super utiles qu'on a pu avoir aujourd'hui grâce à vous. Désolé pour les petits soucis techniques aussi qu'on a eu quelques-uns aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci Frédéric et merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir Frédéric. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Marion, est-ce que tu m'entends? Si jamais vous avez besoin de conseils ou... Ah. Oui, ok.
C'est du teasing, c'est en plusieurs épisodes. En fait, il te fait une première phrase, puis après, J'ai été viré. c'est le suspense aux éditions multimédia. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions par rapport à BDNF. Je ne sais pas qui s'en occupe à la médiathèque, si c'est quelqu'un que je connais. Mais... Qui est la responsable de la bibliothèque jeunesse et qui avait suivi le webinaire avec de l'Institut français sur BDNF. Et du coup, elle l'a retravaillé là, pendant la première période de confinement et elle va lancer son atelier. Je crois qu'elle se débrouille assez bien. Ça a l'air assez prêt et assez détaillé, mais effectivement, je lui dirai qu'elle peut contacter si besoin. Et puis, on essaiera de lui donner... sur ordinateur Pardon ? L'atelier ordinateur. Ce sera sur ordinateur et en partie sur tablette parce que je crois qu'elle a récupéré une tablette Qui s'en occupe à la médiathèque en ce moment? Pour l'emmener chez elle. D'accord, je la connais pas. Flore Odinck. D'accord. Elle vient d'arriver, elle est arrivée en octobre dernier. Et on vous enverra aussi. Oui, c'est super en tout cas ce programme-là. Ça donne envie de participer aux apéros comics aussi. Les apéros comics, ils seront en ligne, donc en anglais, mais c'est ouvert. Pas de problème. Très bien, je prends note. Ok. Eh ben, bon après-midi à toutes et à tous. C'est bon, je peux finir le webinaire? Bon après-midi. C'est bon, tu peux finir le webinaire. Merci Julie Merci, nous merci beaucoup Fred. Ouais, merci pour votre invitation. Salut Fred. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir Marie. Au revoir. Au revoir.